Bonjour à tous, merci d'être présents aussi nombreux à être connectés pour ce débat que j'ai le plaisir d'animer en présence d'invités éloquents par l'expertise que les protagonistes de ce panel vont apporter à la veille du sommet Union européenne-Union africaine, un sommet dont l'ambition est de refonder un programme commun de partenariat via de nouvelles voies de coopération entre les deux continents, et ce, bien évidemment, pour renforcer l'alliance stratégique entre l'Union européenne et l'Afrique. Alors que la France a pris la présidence tournante de l'Union européenne, c'était au début de l'année 2002, Emmanuel Macron avait affirmé en décembre dernier sa volonté de réviser complètement la relation entre l'Union africaine et l'Union européenne. Il souhaite notamment renforcer les investissements dans les économies africaines. On évoque un New Deal financier. De son côté, la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté à Dakar, c'était il y a quelques jours, la nouvelle stratégie d'investissement de l'Union européenne, le Global Gateway, 150 milliards d'euros pour alimenter des projets d'infrastructures en Afrique, et ce d'ici 2027, de quoi contrer l'influence de la Chine sur le continent. Cette somme sera principalement destinée aux énergies renouvelables, au transport, à l'éducation et à l'accès à Internet. La présidente de la Commission européenne a également affirmé que les investissements seront au cœur des discussions. Qui dit alliance stratégique dit coopération économique et financière. Et tout cela, nous allons en parler avec nos invités, notamment avec le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, François Chignac. Un ministre auréolé d'une bonne note, si je peux m'exprimer ainsi, monsieur le ministre, puisque Standard & Poor's a rehaussé la note de Kinshasa très récemment, c'était fin janvier. La République démocratique du Congo a vu sa notation de crédit souverain passer de C à B. De financement, mais de financement privé, il sera également question avec Yacine Fall. Vous êtes la présidente de la Banque africaine de développement. Bonjour, Madame Fall. Bonjour, je suis vice-présidente de la Banque africaine de développement. Oui, vice-présidente de la Banque africaine de développement, tout à fait. Du développement régional, de l'intégration et des prestations de services. Avec vous, Madame Fall, il sera question de fédérer les investissements privés. Je rappelle, Madame, que lors de l'annonce du plan régional Global Gateway à Dakar, la présidente de la Commission européenne a précisé que le secteur privé aurait un rôle à jouer. Avec nous également, nous aurons le vice-président du MEDEF, Fabrice Le Sachet. Bonjour Fabrice. Vous êtes surtout le fondateur et président d'Aera Group qui promeut les technologies bas carbone en Afrique pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc avec vous, nous parlerons de financement vert, car à vos yeux, c'est en Afrique que se joue l'avenir de cette lutte, puisque le continent devrait présenter une croissance forte et plus de 4 milliards de personnes à l'horizon 2100. Retournons enfin sur le continent, il se trouve à Kinshasa. C'est notre quatrième invité, Kala Mpinga, fondateur d'une compagnie minière. Bonjour Kala. Bonjour, je suis surtout aujourd'hui le président de la commission agricole du patronat congolais, l'AFEC. J'y venais, outre les compagnies minières qui opèrent dans plus de 6 pays sur le continent, vous plaidez surtout pour une plus grande diversification de l'économie, notamment dans l'agriculture. Vous avez par exemple investi dans des champs et dans des usines de palmes en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre. Tout à fait. Je pense que la première phase du développement, justement, c'est de pouvoir se nourrir soi-même. Monsieur le ministre de la République démocratique du Congo, je vais débuter par vous, si vous le permettez. Comme je l'ai indiqué en introduction, vous rejoignez le club des pays africains noté B par l'agence de notation Standard & Poor's, c'est-à-dire le Nigeria ou le Cameroun. Monsieur le ministre, on constate un rebond de l'économie africaine post-Covid, mais un rebond assez limité, puisqu'il est 2 fois moins fort que celui qui est observé à l'échelle mondiale. À l'échelle internationale, la reprise se situe entre 5 et 7,5%, tandis que sur la zone Afrique, elle se stabilise autour de 3,6%. Monsieur le ministre, quelles impulsions financières l'Union européenne peut-elle ou doit-elle, d'après vous, donner au cours de ce sommet pour accompagner ou accentuer ce rebond? Comment finance-t-on la croissance au niveau régional
ou continentale du continent? Eh bien, c'est une très bonne question. Effectivement, nous avons besoin d'une croissance plus forte en Afrique, plus forte qu'ailleurs, pour une raison bien simple, c'est que nous avons un plus grand retard à rattraper. Euh, il est vrai que aujourd'hui, nous assistons depuis la crise Covid à des trajectoires divergentes entre pays riches et pays pauvres, mais il n'y a pas de doute que nous avons le potentiel en Afrique pour faire plus et rattraper la place qui était la nôtre, c'est-à-dire un niveau de croissance plus élevé que le vieux monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que les réponses ont commencé déjà à être données, notamment toute l'année qui vient de s'écouler. Au sein du G20, des décisions courageuses ont été prises, des décisions vraiment innovantes pour financer l'Afrique. Je pense notamment à cette allocation et réallocation de DTS, qui sont des décisions très originales, mais il faut aller encore plus loin, tant le besoin est important. On parle d'environ 100 milliards de dollars qu'il faut annuellement pour rattraper le retard en matière d'investissement. Aucun des partenaires de l'Afrique ne pourra le faire à lui tout seul, même pas l'Afrique elle-même. Et donc, il faut absolument cette solidarité, mais c'est en même temps une opportunité. Parce qu'il y a un retard à rattraper, il faut qu'on le rattrape dans de bonnes conditions, dans des conditions qui assurent la résilience et la durabilité sur le plan environnemental. Et aussi, c'est une occasion pour relancer la croissance et réduire la pauvreté à l'échelle de la planète tout en préservant l'environnement. Donc, je pense que nous sommes sur le bon chemin et les décisions qui sont en train d'être prises au niveau de l'Union européenne ne font que renforcer cet élan. L'Afrique a besoin de partenaires, elle a besoin de l'Union européenne, c'est clair, mais au-delà de l'Union européenne, elle a besoin d'un partenariat mondial efficace parce qu'elle représente l'avenir de l'humanité sur le plan démographique, sur le plan des ressources, sur le plan économique. Merci. Madame Falk, je me tourne vers vous. On parle d'acteurs publics, mais comment fédère-t-on les investisseurs privés aujourd'hui sur le continent? Comment soutient-on le secteur privé et comment l'intégration économique et soutien au secteur privé qui vont souvent de pair, comment rendre le continent plus attractif où parfois risques perçus et risques réels peuvent être vus comme des obstacles, en l'occurrence à cet investissement? Bien, d'abord, il faut qu'il y ait des programmes et des projets nationaux ou régionaux spécifiques qui soient bancables et qui s'effectuent dans des environnements stables et avec des politiques incitatives pour les investisseurs. Et quand je parle d'investisseurs, il y a évidemment les investisseurs continentaux et des investisseurs internationaux. Dans les 10 dernières années, comme vous le savez, l'Afrique a connu le plus grand nombre de pays, au moins 10 économies qui avaient une croissance les plus élevées. Et il y a évidemment le développement de cadres appropriés pour permettre aux investisseurs de participer à cette croissance et à ce développement. Je vais commencer d'abord par le programme continental appelé PIDA, Programme for Infrastructure Development in Africa, sous la houlette de l'Union africaine, qui définit les grands projets d'infrastructure prioritaires pour le continent et qui représente pour cette année, par exemple, 69 projets équivalents à 160 milliards de dollars. Il y a évidemment aussi des programmes, des partenariats pour le financement de ces infrastructures. Et nous avons par exemple Africa 50, qui est un véhicule de financement qui a été développé sous la houlette de la Banque africaine de développement. Et nous avons pu réaliser des projets importants tels que le projet Pont-Route-Rail en RDC, ou avec un rôle d'Africa 50 pour appuyer le développement de ces projets, leur bancabilité et leur attractivité pour les investisseurs. Je citerai ensuite l'importance de développer des marchés des capitaux qui soient incitatifs et également un cadre de partenariat public-privé qui permettent aux acteurs privés et aux côtés des gouvernements qui soient sécurisés
à travers un cadre législatif, des lois PPP. La banque a également facilité le développement de ce qu'on appelle les delivery units, qui assurent le suivi et la bonne exécution de ces projets. Et enfin, une plateforme qui a été proposée par la Banque africaine de développement qui s'appelle Africa Investment for All, qui est une plateforme d'investissement dynamique axée sur les transactions. Vous avez par exemple des conseils d'investissement présidentiels qui se déroulent dans le cadre de cette plateforme, un processus de développement des projets et de traitement de ces projets pour qu'ils arrivent à ce que nous appelons les market days, c'est-à-dire les jours de transaction, pour lesquels tous les acteurs, toutes les parties prenantes sont présents sur place au cours de 3 jours, où on discute de manière concrète de projets, où on arrive, l'objectif étant d'avoir des engagements fermes, des transactions fermes pour le financement de ces projets. Donc, en quelque sorte, évidemment, il faut tout un dispositif pour rendre l'environnement et les projets présentés en Afrique, qui sont tous intéressants, mais qui doivent être sécurisés, vous l'avez mentionné. Et pour cela, il y a un certain nombre de mécanismes qu'il faut mettre en place. Et la Banque africaine de développement a plusieurs propositions à ce titre, mais peut-être je pourrais en parler plus amplement lors d'une prochaine question. Monsieur le ministre, en l'occurrence, parlons inclusion financière. Dans son rapport sur les perspectives économiques, c'était en 2021, la Banque africaine de développement recommandait d'accélérer la transformation structurelle des économies, notamment via la digitalisation. Vous le savez, monsieur le ministre, cette digitalisation offre aux décideurs politiques des possibilités uniques d'intégration des marchés et activités de production à un coût de transaction bien moindre. Quid, monsieur le ministre, du financement, de la promotion et de la formation du secteur numérique dans votre pays et en l'occurrence sur le continent? Eh bien, vous avez touché là un point essentiel et d'ailleurs la crise liée à la Covid-19 vient de nous le rappeler de manière très, très forte. La digitalisation, la numérisation s'impose partout, doit s'accélérer et il est clair que l'Afrique a encore Je suis désolé, mais il y a une interférence. Vous m'entendez? Donc, en l'occurrence... Il y a une interférence. Je peux continuer? Oui, oui, allez-y, je vous en prie, nous vous entendons et tout se passe bien, monsieur le ministre. Ok, très bien. Alors, je disais donc que l'Afrique a évidemment la plus grande fracture numérique, si on peut dire, à l'heure actuelle, qu'elle doit rattraper. Et il faut de gros investissements avec la difficulté que les secteurs publics historiques n'ont pas été en mesure d'assurer ces investissements. Et donc, il faut aujourd'hui un mix avec les opérateurs du secteur privé. Cela a posé quelques problèmes dans de nombreux pays où d'un bon œil l'entrée du secteur privé des grandes infrastructures numériques, mais il est clair qu'on doit être très pragmatique en matière d'investissement et on n'a pas trop le choix. Et maintenant, en ce qui concerne notre pays, nous avons un plan national du numérique qui a été adopté et qui est en train d'être déroulé. Nous avons créé un ministère en charge du numérique qui se charge des questions normatives et nous sommes en train de favoriser des investissements, y compris dans le cadre de PPP, ce qui est du backbone, de l'accès à Internet, l'accès au haut débit. Et nous avons ouvert la porte à tous les investissements possibles pour nous assurer que le dernier client puisse avoir accès à Internet dans les meilleures conditions et au meilleur coût, parce qu'il y a une question de compétitivité. De manière très concrète, en ce qui concerne mon ministère, eh bien, la e-finance est au cœur de notre stratégie de l'amélioration de la transparence et de l'efficacité. Et nous sommes en train de dérouler un programme de e-finance qui a pour but justement de faire en sorte que tous les processus de recettes et de dépenses
une maîtrise de notre fiscalité s'appuie le plus possible sur le numérique et la digitalisation. Nous avons déjà commencé à enregistrer progrès. Grâce à certains logiciels, on a vu l'année passée une hausse structurelle des recettes parce qu'il y avait plus de transparence dans les encaissements. Mais nous allons plus loin jusqu'à installer des ERP et nous avons de bonnes perspectives, également la constitution de data centers, de bonnes perspectives en ce qui concerne la digitalisation qui va totalement changer la donne dans le cadre de notre lutte contre la corruption, contre les mauvaises pratiques, contre l'évasion fiscale. Donc, il est clair que la digitalisation est au cœur de toutes nos politiques et à plus forte raison au cœur de notre politique en matière de finances publiques, en matière de transparence. On peut aller plus loin sur le plan bancaire. L'avenir est évidemment à des initiatives qu'on voit déjà émerger dans quelques pays, notamment au Cameroun, au Tchad, des banques en ligne qui commencent à émerger. C'est essentiel pour permettre aux Africains d'accéder aux services bancaires de manière plus démocratique et en touchant les gens dans les coins les plus reculés. On a également, grâce à la téléphonie mobile, un progrès important à faire, c'est lié au numérique. Et il y a des expériences comme celle en cours en Éthiopie qui montrent que, effectivement, le numérique est en train d'apporter une grande révolution en matière d'inclusion financière. Donc on parle du développement du numérique pour l'inclusion financière. Kalam Pinga, vous plaidez, vous, pour une diversification de l'économie. En l'occurrence, la digitalisation et la révolution numérique aident-elles au développement de cette diversification ou doit-elle être un support, un levier de croissance pour cette diversification de l'économie sur le continent africain? Écoutez, il est clair que il y a un grand fossé qui doit être rattrapé. Je le vois particulièrement dans un pays comme le Congo, avec 2 millions 300 000 km². Il est clair que la digitalisation, les télécommunications nous permettent de développer, de créer des structures financières, de créer un environnement commercial beaucoup plus rapidement qu'il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, même dans les réseaux de paysans, tout le monde est au courant du prix des produits essentiels. Nous sommes en train de mettre en place des systèmes pour pouvoir faire circuler le cash de façon digitale. Donc, faire rentrer de façon plus agressive un plus grand nombre de la population dans le système monétaire. Beaucoup de pays africains sont, comme on dit, sous-bancalisés. Et je crois qu'à travers la révolution digitale, on peut accélérer. Nous avons une plantation, par exemple, dans l'Équateur, où 70% de nos employés sont des autochtones, des pygmées. Et c'est assez surprenant de voir avec quelle rapidité, avec quelle diligence ils ont accepté. Et nous sommes en train d'introduire, par exemple, le paiement des salaires, les économies en utilisant leur téléphone. Donc, il est clair que l'investissement dans les infrastructures reste au cœur du développement. Et le digital n'est qu'un d'entre eux, parce que, bon, nous avons un réseau routier qui doit être développé, nous avons des structures de logistique qui doivent être mises en place. Et donc, ça reste l'essentiel de ce qui doit être fait. Madame Fall, en l'occurrence, y a-t-il des outils financiers spécifiquement liés à cette révolution digitale qu'une institution financière comme la vôtre met à la disposition des investisseurs privés pour les faire entrer sur le continent? Il y a quelques interférences. C'est à moi que vous posez la question? Non, je posais la question à Madame Fall. Est-ce que vous avez entendu ma question, Madame Fall? Pas du tout, pas du tout. J'ai pas entendu. Je crois qu'il y a des sons.
Oui, il y a d'autres personnes. Il y a des intrus. Il y a des voix. On va y arriver. La question était très simple. Est-ce que, en l'occurrence, par rapport à cette révolution digitale, il y a des outils financiers que vous mettez à disposition des investisseurs privés qui veulent aborder le continent pour faciliter, en l'occurrence, leurs investissements? Oui, oui, oui. En fait, nous avons plusieurs programmes. Évidemment, la digitalisation est un des leviers et outils pour répondre aux besoins. Kalapinga vient d'en parler au niveau du secteur agricole, des producteurs et de les rattacher aux différents marchés et à leurs clients, mais également renforcer des mécanismes d'inclusion financière grâce au processus digital. Et par exemple, la Banque africaine de développement a un programme appelé ADFI qui est essentiellement basé sur le développement de la monnaie digitale, des transactions financières basées sur les moyens électroniques. Et évidemment, cela permet de renforcer les chaînes de valeur, de sécuriser les transactions et de pouvoir permettre à tous les acteurs de participer en temps réel dans un environnement qui permet d'accélérer les transactions. Inclusion financière, digitalisation, nous allons passer à l'autre, en l'occurrence, frontière, et ça va me permettre de me tourner vers Fabrice Le Sachet. Avant, si vous le permettez, Fabrice, je vais vous poser une question et je vais introduire cette problématique auprès du ministre de la République du Congo. Monsieur le ministre, le bassin du Congo abrite la deuxième forêt tropicale du monde, après l'Amazonie. Ces forêts stockent par hectare et par an plus de CO2 que l'Amazonie. Si l'on considère que c'est un facteur de développement pour les populations et pour la préservation de la planète, d'après vous, l'Union européenne doit être plus ambitieuse dans sa coopération avec votre pays, en l'occurrence avec la République démocratique du Congo, et plus ambitieuse avec le continent. On le sait, je le rappelle, et ça sera une question qui viendra après, qu'il y a quelques mois à Glasgow, néanmoins, les ambitions ont été revues à la baisse à ce niveau-là. Eh bien, écoutez, il est vrai qu'il est clair qu'aujourd'hui, au moins, c'est connu que la République démocratique du Congo, de par ses ressources naturelles, a un rôle majeur à jouer, pas seulement en Afrique, au niveau mondial. C'est comme ça que nous l'appelons pays solution, apporteur de solutions au niveau mondial sur l'enjeu environnemental, l'enjeu climatique. Mais il y a beaucoup à faire pour que cela soit effectif. Le défi de la protection de l'environnement est d'abord et avant tout un défi de développement. Si on pose cette question de la protection de l'environnement, c'est parce que tous ceux qui se sont développés avant nous l'ont fait sans se préoccuper de l'environnement. Et donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est de le faire différemment. Et c'est d'autant plus pressant que nous avons des populations qui continuent de s'accroître à un rythme soutenu et qui n'ont pas de perspective claire. Et donc, elles prennent ce qu'elles ont sous la main et elles le font en détruisant. Donc, nous n'avons pas le droit de passer à côté, et c'est une question de solidarité internationale, c'est une question de responsabilité internationale. Voilà pourquoi nous disons que, ne serait-ce que pour cette raison-là, il y a toutes les raisons de renforcer la solidarité entre les différentes parties du monde et d'agir différemment en République démocratique du Congo et en Afrique en général. Et pour ça, nous avons, nous, en 2015, comme tous les pays du monde, donner notre plan, notre vision à travers la contribution déterminée nationale. À l'époque, on envisageait de réduire à l'horizon 2030 l'émission de gaz à effet de serre de 16-17%. On a revu cette ambition à la hausse. Aujourd'hui, on parle de 21%. À l'époque, on était à 21 milliards. Maintenant, il en faut 48. Tout ça, c'est des défis importants, c'est des ressources importantes. Mais on constate que dans les faits, les financements qui arrivent ne sont pas à la hauteur de ces ambitions. Il faut qu'on trouve pourquoi. Est-ce que c'est une question de capacité d'absorption? C'est une question de vision. Dans tous les cas, nous n'avons pas d'autre choix que de trouver des solutions. Et si c'est une question de capacité technique d'absorption, il faut qu'on les intègre comme une des problématiques du développement et qu'on les adresse comme telles. Mais on n'a pas le droit de ne pas y parvenir et on doit relever ce défi pour le Congo, pour l'Afrique, mais pour tout le monde, pour le monde. Et donc, voilà la question telle qu'elle se pose à l'heure actuelle en République démocratique du Congo.
et nous devons aller vite parce que les populations, comme je l'ai dit, continuent de s'accroître, la pression sur les ressources continue et le temps passe, et donc c'est un enjeu important. Ce que nous pouvons souligner, c'est qu'aujourd'hui, la volonté d'agir pour l'environnement et en RDC est claire. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin, plus en détail pour voir comment le faire. Ce qui est vrai, c'est que les grands projets structurants en matière d'infrastructure, par exemple, sont une occasion pour rattraper le retard en développant ces investissements plus intelligemment que par le passé. Nous devons absolument le faire, tout en sachant que nous avons, dans le cas de la RDC, par exemple, ce défi des capacités d'absorber les ressources dans des projets, mais nous avons une volonté politique claire, très engagée, et une conscience parfaite des enjeux, et donc nous n'avons rien que nous ne pourrons surmonter, et nous devons aller vite. Voilà le message. Merci, Monsieur le Ministre. En l'occurrence, Fabrice, je me tourne vers vous. Il y a une dotation d'un fonds de 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement, notamment les pays d'Afrique. Il a été doté pour faire face à la crise climatique, mais ce fonds n'est toujours pas opérationnel. Alors, comme je le disais tout à l'heure, comment balayer les piètres conclusions de la COP26 et comment, en l'occurrence, utiliser la finance verte comme levier de croissance, Fabrice ? Mais écoutez, tout d'abord, ce qu'a dit Monsieur le ministre est tout à fait juste. Les pays qui sont responsables du réchauffement planétaire aujourd'hui ne prennent pas leur juste part au financement des projets d'adaptation ou de réduction ou d'évitement des émissions ou de séquestration des émissions. Ça, c'est une réalité. Et ne soyons pas hypocrites. La responsabilité, c'est les pays de l'OCDE. C'est les pays riches, autant le dire de façon très simple. Donc, depuis 1997, on va de COP en COP pour essayer de régler ce problème qui est mondial sans mettre les financements en face. Vous parlez de 100 milliards, mais moi, je vous mets mon billet que les 100 milliards, ils ne sont pas décaissés. On crée des usines à gaz. La Banque africaine de développement est bien placée pour le savoir parce qu'ils sont accrédités au fonds vert. Franchement, pour aller prendre des fonds au fonds vert, il faut se lever de bonne heure le matin. Et on nourrit des lauréats de consultants qui sont ravis. Et de l'autre côté, on dit « Ah, mais il n'y a pas assez de projets ». C'est faux, c'est faux. Le secteur privé africain a plein de projets. On a un portefeuille avec des mandats. On a 50 projets dans 20 pays. Au Sénégal, il y a plus de 7 centrales solaires photovoltaïques qui ont été faites avec des fonds d'investissement privés, Meridiam, d'autres pour pas les citer. En Côte d'Ivoire, CNRJ a fait la plus grande centrale hydroélectrique depuis 50 ans à Soubré. Au Burkina, vous avez une filiale de Total qui, sur le site d'Essakan, a fait une centrale solaire hybride. Et je pourrais vous multiplier les exemples. Il y a plein de projets partout. On parle de la RDC, mais la Fondation Virunga, ils ont fait des centrales de mini-réseaux hydroélectriques dans l'est de la RDC. Il y a ces projets d'hydrogène en RDC qu'on peut faire. Donc, les projets, ils sont là. Ce qu'il faut maintenant, c'est payer. Il faut payer. Il faut donner un prix au carbone africain. C'est anormal qu'une tonne de CO2 évitée pendant des années. Nous, on est bien placés pour le savoir. On est le premier trader de crédit carbone africain. Mais on est un nain économique. Quand vous prenez les sociétés de trading de pétrole comme Mercuria, Vitol ou de matières premières comme Cargill, Bunge, c'est des centaines de milliards d'euros. Nous, le chiffre d'affaires 2022, notre 7e année, c'est 80 millions d'euros et on est le premier opérateur en Afrique. C'est ridicule. Les crédits carbone, on les vendait à 2 euros il y a 2 ans. Aujourd'hui, on essaye de les vendre à 8, 9, 10 euros. C'est déjà mieux. Mais quand on parle du prix du carbone en Europe à 80, 100 euros, les gens, ils vont sur Internet. Parce qu'ils ont quand même Internet dans tous ces pays. Donc, ils vont sur Internet et ils voient quoi? Ils voient des prix différents. Ils disent, mais comment ça se fait qu'une tonne de CO2 évitée, nous, elle n'est pas payée? Comment ça se fait? Et en plus, on nous dit qu'il faut nous développer différemment avec des technologies bas carbone, pas salir, pas choisir le charbon, mettre des éoliennes, etc. En plus, ce qui favorise les exportations des pays riches, parce que ces technologies bas carbone, c'est nous qui les avons. Le charbon de bois ou le bois de feu qui déforeste autour de Kinshasa ou de Goma ou de Lumumbashi, c'est une ressource gratuite. Alors, elle est payante parce que c'est tellement déforesté qu'il y a un coût de transport, mais pour les populations, c'est une ressource gratuite, c'est de la déforestation. Donc, il faut trouver des mécanismes pour financer. Et le secteur privé africain ne demande pas l'aumône, il ne demande même pas des financements, il demande qu'on paye les outputs, il demande qu'on paye les résultats. C'est-à-dire que s'ils font le projet, si le secteur financier local met l'argent, il veut être certain qu'à la fin, si on capte le gaz de la décharge à Douala, il aura l'argent de ça, d'avoir protégé la planète. Il veut que le service environnemental soit rémunéré. Et aujourd'hui, les mécanismes de marché carbone sont intéressants, mais il n'y a pas assez de demande de liquidité et le prix n'est pas assez élevé.
Donc, si on avait chaque année les 100 milliards qu'on nous disait du fonds vert mis juste là à l'ONU en disant dès qu'on délivre des crédits carbone africains, on vous paye 20 € minimum. Et tant mieux si vous trouvez plus sur le marché. Vous verriez le nombre de projets qu'on aurait en Afrique, on n'en parlerait même pas. Il y aura des projets partout. Donc, les projets, ils sont là. Mettons l'argent. Soyons un petit peu francs. Aujourd'hui, c'est 1%, je le rappelle, 1% la finance carbone en Afrique subsaharienne. C'est absolument ridicule. Et si vous me permettez, je sors de ma casquette AERA pour reprendre celle du patronat français et européen, puisque j'ai quelques fonctions à Business Europe, sur ce que vous disiez, Global Gateway, etc. Aujourd'hui, on a un vrai problème de décrochage des entreprises françaises et européennes en Afrique en part de marché pour une raison qui est simple. Pas de compétitivité des financements. On était incapable de proposer des packages de financement comme l'ont fait les Chinois, comme l'ont fait d'autres pays émergents. Mais au-delà de ça, on a des obligations de conformité qui sont lunaires. On est en train de se couper de marchés où, vous voyez, on veut faire la transition écologique chez nous avec des véhicules électriques. Vous croyez que le cobalt et le coltan, ils sont en RDC. 70% du cobalt et du coltan, c'est des entreprises chinoises extractives. Vous croyez qu'ils ont des normes environnementales meilleures que les entreprises européennes? On les laisse faire. Et après, on importe ces batteries de Chine. C'est complètement schizophrène. Donc, si on coupe nos sociétés de ces marchés avec des clauses dans tous les sens de conformité, etc., eh bien, on ne sera plus présent sur ces marchés. Mais d'autres seront là parce que ces pays-là, ils ont évidemment des partenariats diversifiés. C'est leur droit le plus souverain, c'est normal. Et donc, on doit en face proposer des choses adaptées avec nos valeurs, effectivement. Mais si on coupe les comptes bancaires de nos amis qui habitent à Kinshasa, qu'on leur ouvre même plus des comptes bancaires à Paris ou à Bruxelles, on ne va pas faire beaucoup d'affaires avec eux. Et la meilleure défense de nos valeurs, c'est d'avoir des relations commerciales. C'est incroyable, quand vous regardez le nombre d'entreprises européennes en RDC aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus ou peu, trop peu par rapport à ce que ça devrait être. Notamment quand on voit les projets aujourd'hui d'hydrogène, les projets d'hydroélectricité, les projets dans l'agriculture, ce ne sont pas des entreprises européennes, c'est des entreprises asiatiques, c'est des entreprises américaines, nord-américaines, australiennes, ce que vous voulez, mais pas européennes. Donc il faut vraiment qu'on se réveille. Mais en l'occurrence, Fabrice, Kalampinga, j'allais me retourner vers vous. On est à la veille de ce sommet. Je vous vois, en l'occurrence, hocher la tête et écouter ce qui vient d'être développé, ce vrai plaidoyer par Fabrice Le Sachet. Je voudrais avoir votre sentiment, vous, à ce niveau-là. Vous parlez de diversification. Écoutez, je pense qu'on vient de soulever des problèmes qui sont extrêmement importants et ce sont des choses que je vis tous les jours. Il y a des contradictions dans les pays de l'OCDE qui doivent être réglées rapidement. Je suis impliqué depuis maintenant 5 ans dans un projet d'huile de palme et nous étions en partenariat avec les banques de développement de Grande-Bretagne, de Belgique, de France, de Hollande, d'Allemagne. Et après avoir investi des sommes assez considérables, je dirais presque 200 millions de dollars au cours des 9 dernières années, ces messieurs doivent aujourd'hui faire marche arrière parce qu'ils sont incapables de gérer les organismes non gouvernementaux qui sont en train de les attaquer tous les jours et qui rendent extrêmement difficile, même pour nous aujourd'hui dans le secteur privé, d'attirer des capitaux parce que les gens ont froid, les gens ont peur. Alors, il me semblerait que le monde occidental doit aussi prendre ses responsabilités, comme disait Fabrice, et ce n'est pas en décourageant les investisseurs de bonne volonté qui se lancent dans des endroits où il y a des fois aucune entreprise, aucune structure, où l'État même absent. Et donc, quand on est en train d'essayer de recréer cet environnement, on n'a pas besoin d'organismes non gouvernementaux qui nous attaquent. On a besoin de partenaires, on a besoin d'ONG qui travaillent avec nous pour régler ces problèmes sociaux.
c'est très beau d'avoir créé ce fonds vert, mais écoutez, 90% des populations qui vivent dans le nord du Congo, le long du fleuve Congo, pour pouvoir se nourrir, doivent être encadrées dans une agriculture responsable. Et donc, le narratif doit être contrôlé dans le monde occidental pour que, écoutez, nous voulons tous un développement durable. Et un développement durable, pour moi, ça veut dire avant tout d'émanciper les Africains, que ce soit l'agriculteur ou le grand entrepreneur. Vous avez parlé tout à l'heure de la digitalisation, mais c'est justement pour donner aux gens les instruments, les moyens de pouvoir faire face aux nouvelles obligations du monde. Et donc, je crois que quand on va se lancer, on va faire ces grandes promesses de financement, il ne faut pas oublier, comme on dit, on ne sait pas faire d'omelette sans casser des œufs. Hein, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir un élevage de poulets qui est responsable, si je peux dire ça. Est-ce qu'on peut... Je vous en prie, Monsieur le ministre. Oui, justement. Je crois que Fabrice nous a donné l'occasion de nous lâcher un peu. On en demandait pas tant. Hein. C'est vraiment, si on a besoin d'un avocat, c'est le meilleur. Mais en fait, la vérité, ce qu'il a dit, mais même plus grave que ça. C'est que, au-delà de toutes ces bonnes intentions, il y a une différence de standard qui fait que si on veut appliquer en Afrique aujourd'hui les meilleurs standards européens, eh bien, ça veut dire, en termes clairs, qu'on ne veut rien faire avec l'Afrique. Et donc, il faut qu'on comprenne ça. Et c'est valable aussi bien au niveau des États, des échanges entre États, qu'au niveau des échanges entre les mondes des affaires. Et ça, malheureusement, on a pris tellement de retard. Et cet élément ONG, donc à la parle, est venu renforcer la difficulté. Mais encore qu'on ne peut rien contre les ONG, on est dans un monde de démocratie, donc chacun joue son rôle, on doit faire avec. Mais fondamentalement, tant qu'on aura cette volonté d'imposer des standards totalement décalés de la réalité, eh bien, c'est une façon de dire on veut bien, mais en réalité, on ne fera rien. Et je crains qu'on perpétue cela parce qu'il faut être pragmatique, tout simplement. Et l'expérience des autres piliers du monde qui aujourd'hui se tournent vers l'Afrique nous enseigne sur ce que doit être le pragmatisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser n'importe quoi se faire en Afrique. Non, loin de là. Les Africains eux-mêmes savent réagir quand il y a de mauvaises choses qui se passent. Mais il faut une dose de pragmatisme et considérer que c'est un continent qui est en train de se construire. Alors, exiger des standards très élevés, c'est une façon de dire on ne veut pas faire affaire avec vous, et on le vit à tous les niveaux. Et donc, je crois que c'est fondamental. Et à cela vient s'ajouter un autre élément, c'est celui de la démographie. Nous ne sommes pas certains, même si l'Union européenne apportait toutes les garanties nécessaires, nous ne sommes pas certains que nous avons en Europe aujourd'hui des hommes d'affaires disponibles et disposés à venir s'investir en Afrique, comme d'autres parties du monde ont la possibilité de le faire. Tout simplement parce qu'il y a un défi démographique. Mais le peu qui veulent le faire, il faut absolument qu'ils trouvent leur place. Et pour ça, il faut que leur perception du risque africain change et la nature de la relation change également, et dans le sens que vient d'indiquer si brillamment Fabrice Le Sachet. En l'occurrence, Yacine Fall, oui, j'allais me retourner vers vous. Du côté d'une institution financière comme la vôtre, comment accompagne-t-on cette finance verte? Alors, justement, les points que Fabrice a évoqués sont d'abord ceux-ci. Premièrement, que toutes les parties prenantes remplissent leurs engagements. Et le premier déficit en termes d'engagement, c'est les engagements qui ont été faits à Paris pour mobiliser et déployer 100 milliards pour l'adaptation au changement climatique, parce qu'on sait bien qu'en Afrique, on parle d'adaptation et non pas d'atténuation, contrairement à ce qui est la priorité dans les économies développées. Et cette adaptation doit se faire
tout en permettant au continent de se transformer, de se développer à partir des ressources dont il dispose. Et donc, on doit quand même reconnaître que l'Afrique a été un acteur fondamental tout en étant le plus faible contributeur au gaz à effet de serre et en étant la première victime des effets du changement climatique. Les pays africains, beaucoup de pays africains ont été les premiers à avoir présenté leur contribution nationale déterminée, à prendre, à intégrer dans leur politique des approches d'intégration, d'adaptation au changement climatique dans leur politique énergétique. Globalement, l'Afrique est le continent qui est venu dans son ensemble avec des propositions concrètes et à l'échelle continentale pour lutter contre le changement climatique et pour cause, et en faisant valoir l'importance pour le continent d'accélérer cette adaptation tout en continuant sa marche par le développement, parce que je crois que ça a été dit, il faut que les pays africains, que les Africains aient accès à l'énergie, à des ressources d'énergie, peut-être effectivement graduellement des sources de plus en plus propres. Il faut que l'Afrique se nourrisse, et on sait que la contribution en Afrique pour ayant des effets sur le changement climatique, ce n'est pas l'utilisation des sources d'énergie, mais plutôt le bois de chauffe, la déforestation. Et on doit investir dans ces domaines-là tout en permettant aux économies africaines de se développer avec évidemment des sources d'énergie qui restent quand même à sa portée. Et je parle du gaz naturel. Il faut qu'on continue à financer cette transition en utilisant des mécanismes financiers ou autres pour permettre de passer, d'utiliser moins d'énergie fossile, telle que le charbon, qui est pratiquement accepté, qu'on va évidemment ne plus utiliser progressivement ce charbon, mais pas d'un seul coup, et en exerçant ce qu'on appelle une certaine justice climatique. Et la Banque africaine de développement est fortement engagée à travers le partenariat avec le GCA, le Global Consortium for Adaptation in Africa, pour permettre de mobiliser tous les financements disponibles pour faciliter cette démarche, cette transition juste, et qui est de toute façon dans l'intérêt de l'Afrique, mais qui est dans un intérêt global. Parce que si l'Afrique n'arrive pas à effectuer cette transition de manière ordonnée et de manière juste, eh bien, c'est tout le monde, avec évidemment la croissance démographique, qui perdra cette bataille contre le changement climatique et toutes les problématiques dont on a parlé, la migration, les crises sociales, les crises économiques ne feront qu'augmenter. Écoutez, nous arrivons presque au terme de ce débat. En l'occurrence, je vais laisser la conclusion au ministre de la République démocratique du Congo. Il y a des questions qui nous arrivent en ligne. On a parlé, en l'occurrence, de numérisation, de réchauffement climatique, d'inclusion financière, d'aider le rebond économique de l'Afrique. Mais tout ça ne se fera pas sans la jeunesse africaine. Beaucoup de questions nous proviennent. Je voudrais avoir votre conclusion là-dessus. Comment inclut-on la jeunesse de la République démocratique du Congo et comment intègre-t-on la jeunesse africaine dans toutes ces problématiques, Monsieur le ministre? Vous avez une minute pour conclure. Oui, la question de la jeunesse est l'un des plus grands défis que nous avons, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'humain, et l'humain de demain, c'est les jeunes, et notamment les jeunes africains d'aujourd'hui,
qui auront une place prépondérante dans 10 ans, dans 20 ans. Nous sommes la partie du monde la plus jeune démographiquement, et donc ils auront un mot à dire. Il faut qu'on les aide à se lever aujourd'hui, sinon, comme on dit, demain, ils se soulèveront. Et donc, c'est extrêmement important pour nous de préparer cette jeunesse, de lui donner les moyens en termes de capital humain, de faire face à tous ces défis dont on vient de parler. Voilà pourquoi l'éducation est la base. Beaucoup a été fait au niveau mondial pour appuyer le secteur de l'éducation, mais il en faut encore davantage parce que le retard est encore important. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut aller plus vite et plus loin. Nous devons absolument faire en sorte que cette jeunesse soit capable d'affronter tous les défis et d'être, pour une bonne part, son propre employeur, parce qu'on le sait très bien. Aujourd'hui, tout indique que l'entrepreneuriat, c'est ça, l'emploi de demain. Et voilà pourquoi la solidarité est absolument importante. C'est aussi un enjeu pour la paix, non seulement en Afrique, mais au niveau mondial. Écoutez, en l'occurrence, on a eu quelques petits problèmes techniques, donc on me signale, et tant mieux pour nous, que nous avons encore 10 minutes devant nous. Donc Fabrice, je vous voyais en l'occurrence souhaiter réagir sur cette intégration de la jeunesse du continent. Je voudrais avoir votre avis. Comment, en l'occurrence, face à la fois à la croissance démographique qui est inéluctable et aussi aux défis climatiques, comment travaille-t-on avec la jeunesse africaine et le continent en l'occurrence ? Ah, on ne vous entend pas, Fabrice. Je dis, je n'ai pas d'avis sur tout et de solution pour tout. C'est un problème qui est complexe. Nous-mêmes, on a du mal à intégrer les jeunes sur le marché de l'emploi. On sait tous que l'insertion sur le marché du travail, c'est ça, la clé de voûte de tout pays pour pouvoir avoir une jeunesse qui se sente bien, qui puisse se réaliser. Et donc ça veut dire la possibilité de s'orienter bien à l'école, ensuite de se former, la formation professionnelle. Et là, on a beaucoup de choses à faire. Je pourrais faire 15 minutes ou 20 minutes ou 2 heures sur la francophonie. Ça me désole tout ce qu'on loupe. On parle de la RDC, c'est le plus grand pays francophone, quoique on ne va pas compter si chacun parle français exactement, parce qu'on serait surpris. Mais en tout cas, comment on peut laisser comme ça sur les questions de formation professionnelle, pas avoir des coopérations beaucoup plus structurées, sur la formation continue aussi, parce qu'on sait que les transitions professionnelles maintenant vont aller très vite du fait des disruptions technologiques. On voit aussi, et notamment puisqu'on parle beaucoup de RDC aujourd'hui, qu'il y a des inventeurs extrêmement géniaux. Hein. Il y en a eu plusieurs qui ont fait l'objet de reportages en RDC, un peu des géotrouve-tout, qui comme ça ont bricolé des choses, une hydrolienne, je crois. Il y en a un qui a bricolé une hydrolienne, c'est assez extraordinaire, qui a réussi à même, je crois, faire de l'hydrogène, etc. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a que dans des labos en Californie qu'on a des idées. On peut en avoir sur le continent, mais c'est sûr qu'il faut des moyens, il faut du capital risque. Ça décolle, mais beaucoup trop peu aussi. Là, les chiffres sont très faibles. La Banque africaine de développement fait beaucoup de choses. Il y a des entrepreneurs privés comme Kala qui aussi aident beaucoup l'écosystème, la FEC, le patronat en RDC. Il y a des jeunes qui sont intégrés dedans, qui prennent des responsabilités. Donc, c'est une question qui est compliquée. En tout cas, la perspective de la jeunesse africaine, c'est certainement pas de l'Europe et de venir en Europe, à part pour avoir une expérience professionnelle, peut-être une année ou deux, mais c'est surtout de contribuer dans ces pays au développement, à l'industrialisation. Tout ce qui a été dit, je souscris à 200%. On est dans une absurdité absolue. On aurait pu faire ce débat il y a 5 ans, on aurait dit la même chose, on aurait pu le faire il y a 10 ans, alors il ne faut pas désespérer. Parce que on essaye donc, en l'occurrence, Fabrice, Monsieur le ministre, il ne faut pas désespérer. Je vous coupe, je suis désolé, mais il ne faut pas désespérer. Ouais. Quelles sont concrètement vos actions en République démocratique du Congo, Monsieur le ministre, à ce niveau-là? Eh bien, écoutez, c'est simple. Pour commencer par la jeunesse, vous savez très bien que l'un des engagements phares du régime actuel, c'est la gratuité d'éducation, parce que c'était un vrai drame. Et en une année seulement, on a doublé le nombre d'élèves dans les salles de classe. C'est un défi énorme qui nous coûte excessivement cher, mais nous n'avons pas le choix parce que le contraire serait encore plus dramatique avec ces enfants dans les rues. Ça, c'est le point de départ, c'est le primaire. Mais il faut aller plus loin. Il faut récupérer les potentiels de ces jeunes gens au niveau secondaire, au niveau professionnel, et il faut les accompagner les meilleurs d'entre eux. Il y a un programme en cours de préparation à l'heure actuelle avec le ministre de l'Entrepreneuriat pour faire le tour du pays et identifier les bons porteurs de projets et sélectionner les meilleurs d'entre eux pour les accompagner concrètement, financièrement
et montrer l'exemple, donner l'idée que c'est possible et les accompagner, y compris avec les banques. Et donc, il y a énormément de choses à faire. Il faut d'abord que les jeunes se prennent en charge, il faut les aider à se prendre en charge. Ça, c'est essentiel parce qu'on ne peut pas faire autrement. Maintenant, pour tous les autres défis, l'environnement, la coopération avec l'Union européenne, etc., l'avantage qu'on a aujourd'hui à l'ère post-COP21, donc c'est qu'aujourd'hui, au moins, nous savons tous que nous sommes liés. Notre sort est lié et donc nous devons regarder dans la même direction. On ne le fait plus par aumône, on ne le fait plus par condescendance, on le fait par exigence. Et dès qu'on a compris ça, eh bien, on regarde ensemble et on fait. Et nous avons la chance d'avoir cette perspective-là. Et en ce qui concerne la RDC en particulier, nous avons la chance d'être le pays solution de par nos ressources. Donc, je suis plein d'espoir par rapport à l'avenir. Ce que je souhaite, c'est que l'Europe joue un rôle plus important qu'elle ne joue aujourd'hui, parce qu'on voit ce rôle se réduire d'année en année, pour toutes les raisons qu'on a évoquées ici, qui, à mon avis, n'ont pas de raison d'exister. Et donc, à nous de relever le défi. Mais en attendant, le pays continue son chemin, le continent continue son chemin. Il faut que l'Europe ait sa part dans cette marche-là, pour les raisons que vous connaissez, les raisons historiques. Et maintenant, tout est à prendre, c'est à nous d'agir. Écoutez, Monsieur le ministre, puisque je vous écoute. Oui, je crois qu'il y a Yacine Fall. Allez-y, Kala, mais Yacine Fall voulait intervenir également, madame. Oui, juste une initiative qui est poussée par la Banque africaine de développement et qui vient d'être endossée par l'Union africaine. C'est un projet, c'est une initiative qui s'appelle Youth Entrepreneurship Investment Banks, parce que la question de la jeunesse, ce n'est pas une question de demain, c'est une question d'hier. Et aujourd'hui, les solutions doivent être immédiates. Le fait que l'esprit entrepreneurial des Africains est connu, innovant, on vient d'en parler, et donc il faut mettre en place des systèmes nationaux, régionaux, internationaux qui permettent d'offrir de nouvelles possibilités d'accès au financement, d'accompagnement en termes de compétences et de capacités, et également d'aider des marchés. Il faut des solutions intégrées pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en particulier. Et là, nous avons discuté de cela avec le président Macky Sall à la veille de sa prise de charge à la tête de l'Union africaine. Et la Banque africaine de développement va donc guider cette initiative de création de Youth Entrepreneurship Investment Banks. Et Madame Fall, il faut aussi parler, il faut aussi parler de un forum va être abrité à Dakar pour rassembler toutes les parties prenantes et prendre en main complètement cette problématique qui est indispensable, à la fois effectivement pour l'Afrique, mais pour le reste du monde, et surtout pour permettre à ces jeunes de pouvoir réaliser des projets importants pour eux, mais aussi pour réduire significativement cette migration et ce nombre de jeunes qui sont perdus pour leur continent, et alors que celui-ci doit pouvoir leur offrir les mêmes possibilités et les meilleures que celles qu'ils peuvent envisager en traversant la Méditerranée, par exemple. Merci Yacine Fall. Je vous laisse conclure. Monsieur le ministre, vous souhaitiez intervenir? Non, il y a Kala qui voulait dire un mot, mais je voulais juste dire que... Je voulais juste dire que nous avons beaucoup parlé de la haute technologie. Nous avons parlé de la haute technologie en rapport au secteur financier. Mais je pense que pour répondre à cette question, je suis surpris du manque d'initiatives à travers laquelle on peut justement utiliser cette nouvelle technologie pour promouvoir l'éducation dans les endroits éloignés. Parce que c'est bien beau de vouloir créer des systèmes où on peut utiliser l'argent mobile par téléphone, mais je pense que ce serait essentiel si on pouvait justement utiliser cette infrastructure technologique pour enseigner.
Nous avons... La crois qu'on a des digitalisation au expériences. service de l'éducation, Ouais. tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Exactement. Monsieur le ministre, en conclusion, parce qu'il nous faut conclure. Oui, je voulais juste dire sur la question de la jeunesse qui est la raison d'être de notre travail au quotidien. Je crois qu'on a pris en juin dernier à Paris, les chefs d'État africains et français ont pris l'initiative de créer ce qu'on appelle l'Alliance pour l'entrepreneuriat des jeunes, qui devait être constituée de manière formelle en marge du récent sommet de l'Union africaine, mais pour des raisons multiples, ça n'a pas pu avoir lieu. Je crois que ça va être fait pendant la présidence du président Macky Sall. C'est une initiative qui a justement pour vocation de rappeler à tout le monde l'engagement particulier que nous avons pour la jeunesse africaine en matière d'entrepreneuriat pour créer des écosystèmes qui vont dans le sens de ce que Mme Fall vient de dire. Et d'ailleurs, nous, en RDC, nous bénéficions d'ailleurs de la collaboration avec la BAD sur le fonds pour la garantie de l'entrepreneuriat des jeunes. Et donc, il y a tellement de choses à faire. Il faut un écosystème, il faut une volonté, il faut des financements, il faut un accompagnement. Tout ça, nos chefs d'État ont pris l'initiative de créer une alliance à ce sujet. Il faut qu'il y ait de la suite et il faut que tous les effets descendent au niveau des projets de manière très concrète. Écoutez, je vous remercie de cette heure d'entretien en ligne avec vous. Merci, Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi. Je vous remercie, Madame Fall, de la Banque africaine de développement, Kalam Binga, qui est businessman, qui plaide pour une meilleure diversification et qui a aussi bien entrepris dans le secteur minier que dans l'agriculture, et Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF, mais surtout qui plaide pour une finance verte partout sur le continent. Je vous remercie pour vos propos et tout cela intervient juste à la veille du 6e sommet Union européenne-Union africaine qui va démarrer dans quelques heures ici à Bruxelles. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.